Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Les pratiques actuelles. Chapitre 1. Houston We Got a Problem ou les problèmes de valeur. La science du marketing a vu le jour au cours des 2 siècles derniers pour améliorer la création de valeur dans le système marchand. Des grands magasins à l'iPod, de Darty à la Fnac, la plupart des grands produits ou ensembles de services ont été inventés pour apporter un supplément de bénéfices aux individus, que ce soit dans l'usage d'un produit, dans le contrat d'assurance autour de son usage ou dans l'expérience qu'il peut en retirer. Cet apport n'est jamais définitif. Au contraire, l'expérience nous enseigne que le système économique fonctionne sur 2 champs de force et 2 logiques qui ne vont pas nécessairement dans la même direction. D'un côté, des acteurs économiques qui ont pour vocation de nourrir régulièrement la croissance de leurs profits. De l'autre, des individus qui recherchent sans cesse de nouveaux bénéfices produits, de nouvelles utilités dans les marques. En fait, bien souvent ces dynamiques sont contraires. L'entreprise veut fidéliser ses clients et accroître son chiffre d'affaires avec moins d'investissement. L'individu en veut plus, et si possible pour moins cher. Les tensions inhérentes entre ces 2 types d'acteurs se trouvent au cœur de cette opposition. Comment résoudre ce problème ? Une seule solution, l'innovation. Les conditions de la création de valeur. Toute valeur se construit. Toute valeur a ses tuteurs, ses directions d'axe de travail. Il s'agit donc, une fois les résidus de la production standardisée balayés, de mettre en place les conditions de l'innovation. Donc, de définir ce qu'il convient d'explorer et de viser pour faire décoller la perception de valeur. Un tour d'horizon est intéressant, mais pas forcément indispensable pour créer de la valeur. L'intuition, l'analyse d'un besoin non satisfait, la perception d'un potentiel peuvent se révéler de vrais outils pour créer de la valeur. Un exemple ? Dans les années 80, Dietrich Mateschitz sent le potentiel d'une boisson énergisante. Il a rencontré des produits de ce type en Asie, et veut lancer la première grande boisson au niveau mondial. Ancien d'Unilever, il fait réaliser des études quant au potentiel du produit qui se révèlent toutes négatives. Malgré sa formatage, Mateschitz décide de passer outre les avis des études et commercialise la boisson. D'abord en Autriche, puis au fur et à mesure, dans les autres pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Red Bull est né. Et pour lancer sa boisson en Amérique, le dirigeant imagine-t-il un important plan média comme les grands du secteur de la boisson ? Non. Il crée un plan sur mesure, basé sur les relations publiques avec les clubbers et les mannequins, et diffuse sur les forums des informations qui vont permettre de créer du buzz. La leçon ? Un succès n'est toujours dû qu'à une multitude de facteurs qui rendent impossible d'en discerner un seul. Mais 2 pratiques sont clairement allées à contre-courant, l'overgo sur les études, et la construction d'outils de communication à contrario des normes du secteur. Red Bull est la boisson ou plutôt le type de boisson sans alcool qui a été inventé sur ces 30 dernières années. Elle n'est pas le produit d'un grand groupe. Elle ne se base pas sur l'amélioration d'un facteur, ce qu'on appelle en marketing l'amélioration incrémentale, un léger progrès sur un des aspects sûrs du produit. Elle repose sur une tentative, celle de répondre à des besoins non encore matérialisés. Cet exemple a l'avantage de montrer aussi bien sur le secteur du marketing que de la communication, que la capacité à s'extraire des schémas de pensée standardisés, au besoin en ne suivant pas les outils habituels, permet de créer une innovation de grande valeur. Autre exemple, en Angleterre, à la fin des années 90, un ingénieur décide de travailler à un aspirateur sans sac. Pour résoudre le problème de la déperdition d'énergie, et du coût écologique, il construit un aspirateur plus efficace, doté d'un design élégant. L'aspirateur Dyson est né. Il connaît rapidement le succès en Angleterre, avant de s'exporter en Europe et le monde entier. Ce qui est intéressant dans le cas Dyson, c'est que l'aspirateur sans sac existe. On revient à l'ancien pour être plus moderne. En fait, l'innovation ce n'est pas seulement une amélioration linéaire. C'est surtout revisiter les concepts, se questionner par rapport à l'existant aux besoins. En un sens, c'est aussi faire parler l'ingénierie, donc l'ingéniosité. C'est comprendre des aspirations qui évoluent,
résoudre des problèmes pour ne pas se laisser aller à un fonctionnement ronronnant. Le dernier cas pour illustrer ce qu'apporte le refus du standardisé dans la création de valeur, c'est un cas de communication pure, Dove. En 2006, la marque de cosmétiques lance un petit film appelé Evolution. Il raconte l'histoire en plan séquence d'une jeune femme, assez banale, qui se fait maquiller, coiffer, photographier avant d'être retouchée sur ordinateur puis, enfin affichée sur les murs. La morale de l'histoire apparaît en citation finale. Ne croyez-vous pas que notre perception de la beauté est distordue ? Rejoignez les ateliers de beauté réelle Dove. De façon étonnante, ce film d'une grande qualité humaine et artistique n'a pas été diffusé sur les canaux publicitaires habituels mais sur le net. Il s'agit d'un film viral pour communiquer du sens. Le film est suffisamment réussi et original. Une critique de la dictature du physique pour un géant de l'hygiène et du cosmétique, c'est osé pour être diffusé en TV. Mais le pari ici est d'avoir certes voulu faire des économies en pub, mais surtout d'avoir joué le buzz pour une meilleure appropriation du message. Là encore, l'innovation à contre-courant a payé, sur le discours, sur le choix des canaux de diffusion, et au final, la campagne a été désignée Lion d'Or à Cannes, la plus haute récompense pour une campagne de communication. Elle a surtout permis à Dove d'être la marque la plus dynamique en termes de progression d'affect ces dernières années. À l'heure où l'on parle de la marque et de la relation comme d'un nouveau Graal, cet exemple laisse rêveur. Houston, we've got a problem. En fait, aujourd'hui le marketing semble victime de son succès. Intrinsèquement, la démarche semble pousser à rechercher en permanence de nouvelles façons de communiquer avec les individus, d'interagir avec eux, afin de leur donner un supplément de dynamique. Que ce soit du plaisir, du savoir, de l'utilité fonctionnelle, du progrès, des opportunités de rencontre, de partage ou de valorisation, le marketing permet de justifier des opportunités de catalyse, de partage et de progrès. À condition de se réinventer en permanence. Or, son institutionnalisation ces 40 dernières années semble avoir produit une logique d'inertie dans les pratiques, qui pose la question de sa pertinence. En regardant de manière plus globale le secteur marketing de ces 15 dernières années, on dénote une certaine convergence de faits qu'il convient d'interroger. Beaucoup de nouveaux produits sont des échecs qui ne passent pas les 2 premières années. La durée de vie des produits se raccourcit. Les produits se vendent de moins en moins longtemps, devenant caducs rapidement. Les nouveaux produits coûtent de plus en plus cher en développement, et ont de plus en plus de mal à être rentabilisés. Les marques voient leur légitimité questionnée. La montée en puissance des marques distributeurs et du hard discount, en particulier chez les classes moyennes, démontre le manque de confiance croissant quant à leur valeur ajoutée. La fidélisation est en baisse constante. Les individus développent des comportements de multi-fidélité. Les outils paraissent dépassés face aux démarches de braconnage consumériste. Recherche de bonnes affaires sur le web, développement des comparateurs de prix, succès des soldes et ventes privées, du low-cost. De plus en plus de publicités sortent sans remporter l'adhésion de leurs cibles. L'environnement publicitaire peine de plus en plus à convaincre, intéresser, fidéliser. Des pratiques qui soulèvent nombre d'interrogations. Ces constats des rapports entre consommateurs et acteurs économiques posent la question des pratiques des professionnels et des entreprises. En effet, derrière les chiffres et les faits se trouvent des attitudes. Force est de constater qu'elles soulèvent des interrogations. Les condamnations pour entente illicite se multiplient, dénonçant des marchés oligopolistiques qui jettent sur les entreprises des discrédits notables. Grands hôtels parisiens, opérateurs de téléphonie mobile, compagnies aériennes, géants du BTP alimentent le site quelconcurrence.over-blog.com. Les dépenses de communication croissent de manière exponentielle, pour une efficacité de plus en plus contestée. Une étude Deutsche Bank de 2004 éclaire qu'aux États-Unis, pour les annonceurs existants, les investissements publicitaires à la TV sont négatifs. Pour $1 investi, il y a moins de $1 de CA d'augmentation. Les annonceurs accroissent la pression sur les individus en les sursollicitant à base d'outils souvent contre-productifs. Cartes de fidélité, coups de téléphone commerciaux, courriers promotionnels récurrents polluant les boîtes aux lettres. On crée des hausses de chiffre d'affaires mesurables par à-coups ponctuels.
tout en agaçant le consommateur par une intrusion dans son intimité et en affaiblissant la valeur de la relation par une approche très transactionnelle. Les investissements massifs réalisés par les grands acteurs économiques concernent le Customer Relationship Management, CRM, ou gestion de la relation client, GRC. Ces méthodes impliquent la création de gigantesques bases de données recélant l'identité et les comportements des individus, afin d'essayer de définir au mieux la mécanique de persuasion à construire. Elles posent la question de l'éthique et de la pertinence. Éthique à travers la protection de la vie privée. Certaines données de la sécurité sociale risquent d'être récupérées par des assurances privées. Des extraits de dossiers médicaux pourraient par exemple faire l'objet d'une impossibilité d'assurance dans certains cas sensibles. D'un autre côté, la construction de relances très ciblées pose la question de leur nature et donc de leur pertinence. En osant une métaphore informelle, les policiers DRG, même bien renseignés, ne sont pas pour autant tous des séducteurs irrésistibles. Il y a un long chemin de l'information à la persuasion. Tout un monde de compréhension, d'empathie, de création, d'argumentation qu'il serait bon de rappeler. La concurrence est de plus en plus copiée, de plus en plus rapidement. L'innovation consiste ainsi à compléter son portefeuille de produits, à élargir la gamme ou à étendre la marque. Le nombre de licences explose indiquant une pauvreté de création, une exploitation extrême de quelques filons culturels qui dénotent un affaiblissement notable de l'imaginaire. La recherche du plus petit dénominateur commun à tout prix pousse les marques à ne pas prendre de risques sur leur propre innovation, et au lieu de créer leur propre essence à s'adosser rapidement à un produit fédérateur qui fait le pont entre les différentes populations cibles. La recherche de ce qui fédérera tout le monde crée aussi un contexte de ramollissement généralisé de l'innovation dans la production de produits et services. On cherche à trouver le produit phare qui sera un succès général, la vache à lait de la marque, tout public. La recherche du plus petit dénominateur commun pousse les managers à adopter le consensuel plutôt que l'exigence et la pertinence. Ce phénomène est toutefois en train d'évoluer, sous le coup de succès de produits spécialisés et de constats de figures reconnues. Rien ne sort, produit ou campagne, sans avoir la plupart du temps été testé par des études. Dans ce domaine, deux approches existent. Mais que ce soit en qualitatif ou quantitatif, le fait de tester vient souvent à la place d'une proposition de qualité. Les études ne sauvent pas les produits ou les campagnes qui sont mis sur le marché. Des très bonnes études ne sont absolument pas un signe de réussite commerciale. Un nombre très important de produits connaît l'échec alors que les études donnaient de bons résultats. Soit parce que l'étude ne peut pas prédire le comportement final. Soit parce que le prestataire d'études a donné au client un résultat conforme à ses attentes. La promesse précède la réalité. Les investissements marketing oublient en grande partie le back-office management. Les call centers, les systèmes d'information, de plus en plus nécessaires, les équipes chargées d'accompagner le produit à travers une politique de service sont insuffisamment rodées ou encadrées. Les investissements sont centrés sur la promotion plus que sur le management. Or de nouveaux métiers se sont créés, webmaster, CRM manager. Ils ajoutent à des problématiques multicanales, sans cesse évolutives qui complexifient une logique d'interface client. À ce titre, la complexité est insuffisamment appréciée et conduit au mieux à des dysfonctionnements, à des pratiques abusives et trompeuses au pire. À la lumière de ces constats, se pose donc un ensemble de questions. La systématisation des pratiques produit-elle de la pertinence ? Sommes-nous condamnés à une logique dite institutionnelle, c'est-à-dire à reproduire un modèle dépourvu de questionnement, en ayant perdu l'essence et la raison d'être du modèle initial ? Ces pratiques discutables sont également complétées par des outils qui demandent à être revisités dans l'environnement moderne. Des outils qui enferment. En effet, l'unicité et le côté systématique des pratiques de recherche de valeur posent la question de leurs conséquences. À ce titre, les méthodes marketing reposent sur des outils qui dans le contexte actuel limitent les innovations et les pistes de recherche. Le benchmark, le tour d'horizon des bonnes pratiques et des actions de la concurrence est devenu un préalable à toute stratégie. Intéressant en soi comme logique de curiosité, cet outil s'est transformé en prérequis et première étape de toute stratégie. Cela crée un phénomène de mimétisme et de conformisme,
qui norme toute activité de secteur et empêche de prendre de la distance et d'explorer de nouvelles voies innovantes. Le manque de culture générale des conseils d'administration, souvent exclusivement de culture financière, finit d'achever ce comportement moutonnier. La logique d'analyse SWOT, l'analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces d'un marché et d'un acteur, est un outil structurant la démarche marketing communication. Elle permet de comprendre des hiatus et des pistes de solutions. Néanmoins, elle est souvent insuffisante sans une bonne ouverture d'esprit. Or, aujourd'hui, le manque de culture générale et de qualité d'analyse psychosociologique se révèle particulièrement handicapant pour ce type de grille, affaiblissant fortement son utilisation. Les pratiques de segmentation sont de plus en plus en décalage avec la nature même de la consommation. Les individus ne se retrouvent ni dans les critères segmentants qui peinent à décrire globalement leurs identités, ni dans la démarche qui oublie des paramètres dans les mécanismes globaux de comportement. Autre sujet d'interrogation dans la méthodologie du manager marketing, le marketing mix, le produit, le prix, la promotion et la distribution. Une démarche basée sur ces seuls outils ne permet pas de considérer et d'intégrer des business models ayant fait leurs preuves. eBay avec la fixation du prix par les internautes, MySpace fixant les spécificités d'un canal de distribution évolutif. En fait, à bien y regarder, le marketing semble créer son propre système autoreproductif, qui autogénère sa légitimité, le conduisant à une rente de position. La leçon est intéressante, sans prise de distance à 360 degrés, sans volonté de questionner son secteur et son rapport au consommateur, sans volonté d'inventer d'autres modèles de valeur, le propre du marketing finalement, on prend le risque de devoir courir après d'autres pour éviter tout simplement de disparaître. Une chose est sûre, ses limites semblent atteintes aujourd'hui. Les logiques émergentes de parties prenantes et de 360 degrés ont amené une remise en question du modèle. Les dirigeants eux-mêmes semblent vouloir impulser une dose forte de créativité à l'intérieur des entreprises. L'innovation est nécessaire, mais elle n'est pas facile à construire. Nombre d'entreprises visent en fait à atteindre cette excellence, mais n'y arrivent pas nécessairement. Entre le vouloir et le pouvoir, une grande marge. Tout le monde n'est pas Jobs ou Dyson. Pour autant, il faut comprendre que le manque d'innovation et de proactivité, ses capacités à inventer les solutions de demain aujourd'hui, se construit sur des attitudes et une démarche. L'une d'entre elles consiste à ne pas rechercher le standard dans le marché comme dans les pratiques. La lutte contre le standardisé, une solution pour créer de la valeur ? Dans l'absolu, oui. L'innovation doit être la valeur primordiale d'une entreprise dans un contexte actuel de surcharge de produits superflus et de pénurie d'essentiels. Souvent revendiquée, rarement pratiquée. Les entreprises ont du mal à modifier leurs habitudes. Leur principal axe de développement organique a été pensé comme un recours productiviste au profit. Elles semblent un peu ballottées par les nouvelles contraintes à intégrer. La réalité peut être différente, mais c'est cette perception, majoritaire, de la réalité qui est majoritairement ressentie par les citoyens. D'où le développement de comportements plus critiques et de prise à partie par des consommateurs devenus experts et plus citoyens. Nier l'évolution ? Le progrès certes n'est pas linéaire. Mais comme tout rapport à son environnement, l'humain apprend. S'il est plus consommateur qu'avant, il est aussi plus concerné. Il n'y a qu'à percevoir la hausse des préoccupations sociales et environnementales ainsi que celle des participations citoyennes, pour s'en rendre compte. Est-ce un épiphénomène ? Revenons sur deux exemples de l'histoire économique récente. Dans les années 70, le réalisateur de films George Lucas a l'idée de Star Wars. Il s'inspire alors des films d'aventure du samedi, des années 40. Mais son idée comporte une innovation, celle d'une dimension mythologique et spirituelle très poussée et surtout une implication du spectateur au cœur du processus d'aventure. Les combats et les univers sont conçus pour être ressentis comme une immersion réelle dans cet ensemble dramatique. Lucas est très clair là-dessus vis-à-vis de ses équipes, pour créer les conditions de cette implication. Il mélange plusieurs genres, l'aventure, la science-fiction, le récit mythologique. Personne ne comprend son projet à l'époque. Même au sein du studio qui le finance, et ce alors même qu'il sort d'un gros succès. Des pressions s'engagent pour ne pas le laisser terminer le film.
Le patron du studio le soutient, avouant qu'il ne comprend pas grand-chose au projet, mais qu'il parie sur l'homme. À sa sortie, le film est le succès que l'on sait, un des plus grands de l'histoire cinématographique. Mieux, c'est le film qui a en partie façonné l'industrie du divertissement aujourd'hui. Il est amusant de voir qu'il a été totalement incompris par les professionnels du moment, techniciens compris, et doit sa réalisation à la seule confiance d'un homme dans un autre. Sa construction échappe aux segmentations de l'époque. Elle ne rentre pas dans la lisibilité des projets habituels. Lucas doit en plus créer des outils de toutes pièces pour espérer réaliser les effets spéciaux nécessaires à l'histoire et son traitement. Cet exemple laisse rêveur sur les capacités d'expertise des professionnels de tout secteur, mais surtout humbles. Lucas a pu finir son film, mais il a dû batailler longtemps pour réaliser le projet qu'il souhaitait. Il a aussi à l'époque compris quelque chose, c'est le rôle potentiel du merchandising dans le système de financement pour gagner sa liberté. Mais au-delà de bénéfices supplémentaires, ce que permettent ces produits dérivés, et en particulier ici les jouets, c'est d'abord de créer de la relation, c'est le rôle relationnel des produits dérivés et spécifiquement ici des jouets. Le jouet est le prolongement du film certes, mais c'est aussi un moyen de développer des histoires, de se réapproprier l'univers du mythe, de construire ses propres liens avec ce même mythe, d'aller plus loin dans l'univers de référence. C'est la possibilité d'interagir, de développer de l'imagination. Avec un rôle précis, le jouet c'est l'outil du jeu, l'outil de réinvention, d'apprentissage par excellence. Ce qui est intéressant dans l'expérience de George Lucas, c'est sa capacité à inventer des outils pour faire ressentir d'autres choses, pour montrer d'autres points de vue. D'autre part, il a prouvé que les modèles économiques peuvent évoluer. Lucas a fondé l'essentiel de ses revenus sur un territoire hors activité, le cinéma, en élargissant en fait le rapport à son objet premier, un film, pour en faire un objet culturel plus large, un conte initiatique avec des objets permettant de mieux se l'approprier. Enfin, la philosophie de son film est au cœur de son succès. Les effets spéciaux n'ont pas assuré le succès d'autres films. La valeur primordiale de son film reste à ce titre la capacité à développer une expérience et une vision, originale et forte, impliquante et significative. 3 leçons donc, une rupture et un saut de valeur dans l'expérience proposée. Une expérience qui offre plus d'implication grâce à ses innovations, une vision originale, un message d'épopée humaine dépassant le futurisme, un nouveau modèle économique et relationnel basé sur l'investissement dans les produits dérivés. Apple, l'entreprise marketing de référence. Deuxième exemple, Apple. Aujourd'hui célébré comme l'histoire d'un visionnaire, Steve Jobs. Ou du David contre le Goliath de l'informatique. Le plus intéressant dans l'histoire de cette entreprise est qu'Apple a là encore revisité le rôle de l'ordinateur, et plus encore, la relation à l'informatique. Pour Jobs et ses collègues, l'informatique devait être conviviale, facile d'utilisation, pour que l'utilisateur se concentre sur l'essentiel de la plus-value humaine, les idées et la créativité. Aujourd'hui cela paraît naturel. Pourtant, la conception de l'informatique reposait sur les produits du géant d'alors, IBM. Les belles histoires sont toujours faciles à raconter quand le dénouement agréable est arrivé. Mais la force des histoires tient justement dans l'épreuve, et la non-garantie de réussite de départ. Or, pour les experts techniques et économiques, donc la société, le modèle IBM à l'époque représentait l'informatique. Sa vision était la seule véritable. Il était peu raisonnable de vouloir simplifier l'accès de tous à l'ordinateur, qui était une tâche d'expert. C'était incongru. Au vu du succès d'Apple, on peut conclure que l'apport de nouvelles fonctionnalités n'est pas forcément le cœur de valeur d'une entreprise. C'est sa capacité à penser son système relationnel avec les individus, qui est plus spécifiquement à même de receler de la valeur. Ce sont des efforts importants à fournir qui remettent en question l'organisation des entités, et en particulier de l'entreprise. Mais ce qui garantit la légitimité et la pérennité des entreprises, c'est la nature de leur relation à l'environnement. C'est le cœur même de la démarche marketing. Innover. Créer des sauts n'est pas évident et n'est souhaité par personne au départ. L'inertie et le fonctionnement sont beaucoup plus confortables. Mais la vie apprend autre chose. N'est pas Steve Jobs qui veut.
N'est pas Apple qui veut. Tout simplement parce que les entreprises ne payent pas le prix qu'il faut pour être un acteur résolument innovant. Innover est la première étape. Il faut faire sauter les barrières mentales, des habitudes, de la facilité, du confort de la structure. Il faut aussi de l'envie. L'innovation ne vient pas vraiment dans la peur, mais dans le mouvement. Il faut du désir et de la vision, des qualités humaines pour donner une énergie. Mais ensuite il faut du travail. Assumer son fonctionnement, en n'oubliant pas la notion de valeur. Certes, les entreprises ont des fonctionnements à assumer, et des organisations à faire vivre et avec lesquelles composer. Mais l'essence du marketing est de dynamiser et d'insuffler ce qui permet aux entités économiques de réaliser leur objectif premier, créer de la valeur avec le client pour pièce centrale du dispositif. L'utilisation d'un modèle de plus en plus fermé, aux prises avec sa propre logique, conduit à un fonctionnement pernicieux qui repose sur une logique de rente plus que sur une logique d'action et de proposition. Le but n'est pas en effet d'augmenter le chiffre d'affaires artificiellement, en abusant d'une position dominante ou de contrats contraignants, mais bien en étant capable de fédérer des individus autour d'éléments de valeur toujours plus satisfaisants. Curieux ? En dehors de la simple recherche de facilité, il faut bien avouer un certain paradoxe, car de nombreux chercheurs et professionnels condamnent un manque de moyens et des erreurs stratégiques. La raison sociologique provient d'une évolution des fonctionnements internes des entreprises, où l'organisation et la culture des dirigeants s'est financiarisée. Les grilles de lecture et les pratiques se sont donc modifiées pour être réorientées vers des logiques essentiellement comptables et financières. La plupart des professionnels ont pour objectif d'orienter leur chiffre d'affaires à 6 mois quel que soit le moyen. Il ne faut pas s'étonner de les voir recourir systématiquement à des logiques promotionnelles, où, pour 3 yaourts pour le prix de 2, on gonfle artificiellement le nombre écoulé et le chiffre d'affaires. Évidemment, la perception du produit et de la marque n'est pas améliorée. Encore moins le sentiment de vivre une histoire commune. On dénote alors un manque de vision, de perception des grands enjeux qui conduit le marketing à muter vers une logique de contrôle de gestion du marketing et de la communication. La démarche serait-elle pour autant en défaut ? Des initiatives existent bien évidemment. Les acteurs du marketing s'inscrivent dans une logique dynamique qui les pousse à dépasser les constats. Regardons ces initiatives de plus près, afin d'analyser leurs limites et leurs prolongements. Chapitre 2. Et pourtant, où les limites de l'existant ? La satisfaction d'un besoin ne suffit plus à impliquer l'individu qui se cache derrière le consommateur. La nécessité, le désir ne suffisent plus à créer une dynamique d'engagement. Il en faut plus et différents. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.